Avez-vous ce léger besoin discret, presque imperceptible, de vous resituer par rapport à votre famille, sans avoir l'impression d'y laisser des plumes, et sans sortir de cette réflexion en vous sentant coupable? Il y a cette petite phrase un peu bête qui dit « La famille, on ne la choisit pas ». Il est vrai que les remous familiaux ont une incidence énorme sur notre psychisme. Qu'ils soient plaisants ou désagréables, il nous est difficile de ne pas se sentir concernés par la famille. Et quand le poids de cette appartenance devient trop lourd, on voudrait pouvoir s'en échapper. Et il y a des âges prédisposés à cette pulsion d'évasion. À l'adolescence, par exemple, la famille peut être ressentie comme un train de marchandises qu'on tire derrière soi et qui est lourd à porter et dont on voudrait se débarrasser. À 35 ans, la famille peut être ressentie comme un censeur de moralité qui voudrait brimer votre sexualité gourmande. À 40 ans, on estime ne plus avoir de compte à rendre à personne et surtout pas à la famille. À 50 ans, le temps commence à manquer. La femme entre en ménopause et l'homme en démon de midi. Et chacun installe ses prérogatives. Il y a les autres et il y a moi. À 60 ans, la famille a évolué. Elle s'est enrichie d'un petit peuple miniature dans lequel on peut se projeter et vivre par petites personnes interposées les bêtises et les interdits qu'on a laissés en point de suspension durant les années juvéniles. Elles pourront enfin voir le jour. S'accorder ce privilège est comme une délicieuse petite vengeance sur le temps. Mais la famille est néanmoins la solution moins mauvaise qu'on ait trouvée pour organiser notre société. Parce que cette organisation n'est pas qu'administrative, loin de là. Elle implique à notre insu une adhésion émotionnelle. Et il y a à boire et à manger. Il y a des familles qui fonctionnent bien et des familles qui dysfonctionnent. Comment faire quand la famille fonctionne mal? Une famille, c'est comme une meute. Il y a une hiérarchie dans laquelle des jeux de pouvoir existent. Et cela sans qu'on en ait reçu le mode d'emploi. Quand on est petit, on dépend totalement de l'autorité parentale et on n'a qu'une seule envie, c'est de grandir pour échapper à cela. Par la suite, quand la vie nous fait enfiler le costume de parents, nous y entrons avec toutes nos frustrations et aussi avec nos rancœurs. Ce qui immanquablement va colorer notre mission d'éducateur. De plus, pour bien assurer la fonction parentale, nous nous sentons obligés d'afficher une apparence de savoir, de performance et de perfection. Le tout petit enfant, quand il est tout petit, il est fier d'avoir un papa comme une statue équestre et une maman comme une star hollywoodienne. Mais le petit enfant grandissant découvre par-ci par-là quelques craquelures dans le vernis. Le parent n'étant pas dupe, il en remet une couche et creuse ainsi le fossé entre son enfant et lui. Alors l'enfant va prendre des décisions de vie. Soit il va abdiquer, partant du principe qu'il ne pourra jamais ressembler à son parent. Il est trop parfait, et moi je suis trop nul, je n'ai pas de valeur. Ou au contraire, il va se rebeller, en bafouant l'échelle de valeur de ses parents. Ma mère est tellement bigotée, coincée, que moi je vivrai sans foi ni loi. Le truc serait que les parents descendent de son piédestal, qu'ils perdent ses peurs et osent montrer ses faiblesses, ses doutes, ses hésitations à cet enfant qu'il a pour mission d'éduquer. Cela aurait pour effet immédiat de combler le fossé entre lui et cet enfant. Parce que cet enfant pourrait se projeter dans la personnalité de son éducateur. Mais le parent ne le fait pas parce qu'on ne le lui a pas fait à lui non plus. Alors il n'ose pas se montrer tel qu'il est de peur de perdre la face et par conséquent son autorité et rater ainsi sa mission vis-à-vis de son enfant. Quand on aborde ce raisonnement, les frustrations de l'enfance deviennent moins douloureuses et la culpabilité du parent devient moins acide. Personnellement, je pars du principe
que les individus, quoi qu'ils fassent, ont toujours une intention positive dans leurs actions, soit vis-à-vis des autres, soit vis-à-vis d'eux-mêmes. C'est le comportement lié à cette intention qui souvent n'est pas adapté. Mais hélas, c'est le comportement qui prend toute la place dans le paysage et nous rend imperméables à une compréhension plus subtile des choses. La plupart des conflits familiaux ou intergénérationnels naissent de ce paradoxe, et Dieu sait si cela peut faire des dégâts dans une famille. Comment comprendre ce mécanisme? Si vous vous posez la question du pourquoi cette personne manifeste-t-elle ce comportement-là précisément? Vous aurez une réponse intuitive définissant la croyance de cette personne. Faites quelques hypothèses à propos de cela et vous deviendrez instantanément plus tolérant vis-à-vis de cette personne. Mais sachez que ce n'est pas parce que l'on comprend que pour ça on pardonne. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Il y a des comportements qui sont inhumains, même s'ils sont basés sur une intention ultra positive. Dans la prochaine publication, je donnerai des exemples vécus de nos intentions positives vis-à-vis du monde. Mais je m'arrête expressément sans vous en donner aujourd'hui pour que votre imaginaire puisse faire le reste et susciter en vous l'envie de contester ce que je viens d'écrire. C'est un bel échange en perspective. Alors je vous dis à tout de suite.